Ma fiancée a disparu avec l'argent de notre mariage. J'ai répondu en envoyant un message à sa mère. Félicitations d'avoir élevé une voleuse, puis j'ai déposé une plainte. Résultat, elle a été arrêtée pour fraude. Maintenant, son avocat m'appelle désespérément pour tenter de négocier un accord. Une semaine avant ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, j'ai découvert quelque chose qui a tout remis en question, l'amour, la confiance, la famille. Et au milieu de ce chaos, j'ai dû prendre une décision qui a changé le cours de ma vie et de la sienne à jamais. J'ai 32 ans, et aujourd'hui, une semaine plus tard, tout cela ressemble encore à une mauvaise scène de film. Mais la colère que je ressens n'est pas explosive. Elle est froide, concentrée. Samedi dernier, j'aurais dû me marier avec Clara, 29 ans. À la place, je me suis réveillé dans un appartement vide et notre compte commun destiné au mariage était encore plus vide. Environ 35 000 $ s'étaient tout simplement volatilisés. Évaporés. Et Clara aussi. Pas de mots, pas d'appel, même pas le classique « le problème vient de moi, pas de toi ». Rien. Ses vêtements, son passeport, tout avait disparu comme si elle n'avait jamais existé ici. Nous étions ensemble depuis 5 ans, et nous préparions ce mariage depuis plus d'1 an. Chaque paiement au prestataire, chaque petit détail avait été financé avec cet argent. De l'argent que nous avions mis à deux, mais dont la plus grande partie, environ 25 000 $, venait d'un bonus que j'avais reçu au travail. Après quelques heures à tourner en rond comme une bête en cage, encore sous le choc, j'ai passé mon premier coup de fil à ses parents. Sa mère, Brenda, a répondu toute joyeuse, comme si de rien n'était. Brenda, ai-je dit d'une voix sèche. Clara a disparu. Et l'argent du mariage aussi. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a lâché un petit rire nerveux. Oh Marc, vous êtes de vrais clowns. Je parie qu'elle est juste stressée par le mariage. Elle doit être chez sa sœur, Ila. Non, j'ai répondu. Ila m'a déjà appelé 2 fois pour me demander où est Clara. Elle n'est pas avec elle. Et le compte est à 0. Ses affaires ont disparu. Le déni a été immédiat et brutal. Clara ne ferait jamais ça. C'est sûrement un malentendu. Peut-être que tu as perdu l'argent ou qu'elle prépare une surprise. Une surprise, vraiment? Brenda, elle a tout pris. C'est du vol. Et là, son ton a changé. Écoute-moi bien, Marc, ne t'avise pas d'accuser ma fille. C'est une fille bien. Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer et qu'elle avait besoin de temps. L'argent? Eh bien, un mariage, c'est cher. Peut-être qu'elle a estimé qu'elle méritait une part pour le temps qu'elle y a consacré. Pour son temps. J'ai failli m'étouffer de rage. J'ai raccroché immédiatement, puis j'ai envoyé un message, félicitations d'avoir élevé une voleuse. Était-ce mesquin? Peut-être. Mais satisfaisant. Oh que oui. Ensuite, j'ai appelé la police et j'ai déposé une plainte. Fraude, vol qualifié, tout ce qui pouvait s'appliquer. J'ai fourni des relevés bancaires, des captures d'écran de nos conversations sur les dépenses du mariage, des contrats avec les prestataires. Et à ma grande surprise, ils ont été très compréhensifs. L'inspecteur Miller m'a écouté attentivement, a pris des notes et m'a assuré qu'il allait enquêter. Puis j'ai commencé le marathon d'appel aux prestataires. J'ai tout expliqué. J'ai perdu la majorité des acomptes, bien sûr. Le traiteur a été très compréhensif, la fleuriste aussi. Le lieu de réception? Pas vraiment. Mais au final, ce n'est que de l'argent, et l'argent, on en retrouve. Ce qui fait vraiment mal, c'est la trahison. Cette première nuit-là, j'ai dormi 2 heures, tout au plus. Le lendemain, l'inspecteur Miller m'a appelé avec des nouvelles. Son nom avait été identifié à l'aéroport. Elle avait acheté un billet aller simple pour un autre État, une semaine auparavant. Une semaine. Elle planifiait déjà sa fuite pendant qu'on goûtait encore des échantillons de gâteaux. Mise à jour 1. 2 semaines se sont découlées. Et comme je m'y attendais, les choses ont dégénéré rapidement. Voir la réaction de colère sur Internet a été réconfortant, alors merci pour ça, tout le monde. Environ 4 jours après ma publication initiale, l'inspecteur Miller m'a appelé. Monsieur Harrison, nous avons localisé Mademoiselle Vance. Elle n'a pas été très coopérative. Elle a été arrêtée sur la base des preuves que vous avez fournies. Elle est en train d'être mise en examen. Arrêtée.
Même si c'est moi qui ai lancé toute cette procédure, entendre ce mot m'a fait un choc. Un étrange mélange de soulagement et, peut-être de tristesse. De la tristesse pour ce crétin que j'étais, il y a quelques semaines, excité à l'idée de l'épouser. Comme l'arrestation a eu lieu dans un autre État, maintenant c'est tout le processus d'extradition qui commence. Mais les charges sont graves. Une fraude de plus de 10 000 $, ce n'est pas une blague. C'est là que les appels ont commencé. D'abord Brenda, la mère de Clara, qui hurlait comme une folle. « Comment as-tu pu lui faire ça? Ce n'était qu'une erreur. Une indiscrétion de jeunesse. Tu vas détruire sa vie pour de l'argent? Tu as un bon boulot, tu peux regagner cette somme. » Brenda, ai-je répondu, épuisée. Elle a volé 25 000 $. Ce n'est pas un écart de conduite. C'est un crime. Un crime planifié. Elle aurait pu me parler, rompre les fiançailles. Mais elle a choisi de voler. Elle avait peur. Tu l'as poussée à ce mariage. Mensonge. C'est elle qui a choisi le lieu, 90% de la déco. C'était son rêve, tu te souviens? Tu dois retirer ta plainte. On peut te rembourser une partie, quand on pourra. Une partie? Quand vous pourrez. Non, Brenda. Maintenant c'est entre les mains de la justice. Et elle doit faire face aux conséquences. J'ai raccroché. Ensuite, sa sœur, m'a appelé. Elle était plus calme, mais tout aussi insistante. Marc, je te jure que je ne savais rien. Ce n'est pas le genre de Clara. Mais la prison? Sérieusement? Il n'y a pas une autre solution? Elle est terrifiée. Mes parents sont au bout du rouleau. Elle avait mon numéro. Elle pouvait m'appeler. Elle a choisi de disparaître avec notre argent. Tu voulais que je fasse quoi? Je ne sais pas, mais c'est ma sœur. Il doit bien y avoir un autre moyen. Il y en avait un, ne pas voler une somme qui change la vie de quelqu'un, à la veille de son mariage. Je lui ai dit, qu'elle prenne un bon avocat. Et apparemment, elle en a trouvé un, ou ses parents l'ont fait pour elle. Hier, j'ai reçu un appel avec numéro masqué. J'ai décroché. C'était Julian Vance, le père de Clara, accompagné de l'avocat de la famille. Monsieur Harrison, ici Julian Vance. Maître Finch, notre avocat, est également en ligne. Super. Un appel en conférence. Génial. Maître Finch a commencé avec cette voix douce de juriste. Monsieur Harrison, nous comprenons que vous soyez contrarié. Clara reconnaît avoir commis une grave erreur de jugement. Une erreur de jugement, Maître Finch? Elle a commis un crime. Oui, eh bien, question de sémantique. L'essentiel, c'est qu'elle veut réparer son erreur. Nous sommes prêts à vous proposer un accord, rembourser une partie de la somme, disons 15 000 $, en échange de votre demande auprès du procureur pour retirer les charges. J'ai ri. 15 000? Maintenant qu'elle a été arrêtée, vous retrouvez une partie de l'argent? Et non, je ne peux pas retirer les charges. Elle a été arrêtée pour vol et fraude. C'est l'État qui la poursuit. Julian est intervenu, la voix tendue. Mon garçon, sois raisonnable. Elle est jeune, elle a toute la vie devant elle. Un casier judiciaire ruinerait tout. Tu n'as pas de compassion? Compas, quoi? Elle en a eu, de la compassion, quand elle a vidé notre compte commun et m'a laissé seul face à tout ça. Quand elle achetait un billet d'avion pendant qu'elle me disait qu'elle m'aimait? Ma compassion s'est envolée entre le compte à zéro et l'annulation du traiteur. Finch a tenté une dernière fois. Monsieur Harrison, un procès sera public. Votre vie privée va être exposée. Clara pourrait dire qu'elle s'est sentie sous pression, qu'elle a paniqué. Qu'elle le dise. J'ai tous les messages, les reçus, les échanges, et la date à laquelle elle a acheté son billet. Cette panique était méticuleusement planifiée. Ceci n'est pas une négociation. Les 25 000 $ étaient pour le mariage. Ce sont maintenant des preuves d'un crime. Pour toute autre discussion, adressez-vous à l'inspecteur Miller ou au procureur. J'ai raccroché. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Leur culot? Erreur de jugement. Sous pression. C'est surréaliste. Plus tard, Brenda a rappelé. Cette fois, elle pleurait. Elle ne criait plus. Elle suppliait. Marc, s'il te plaît.
On va tout rembourser. On va faire un prêt, mais fais-la sortir de là. Elle ne survivra pas à la prison. Ça va la briser. Elle aurait dû y penser avant de devenir une voleuse, Brenda. Clic. Maintenant mon téléphone n'arrête pas de sonner. Finch m'a déjà laissé 3 messages rien qu'aujourd'hui. Chacun plus désespéré que le précédent. Monsieur Harrison, je vous en prie, rappelez-nous. Nous pouvons améliorer l'offre. Ma cliente est très angoissée. Oui. J'imagine. Découvrir que les actions ont des conséquences, ça doit être un sacré choc. Qu'il transpire. J'ai un rendez-vous avec l'assistant du procureur la semaine prochaine pour faire une déposition officielle en tant que victime. Et non, je ne reculerai pas. Elle a fait son choix. Maintenant, qu'elle en assume les conséquences. De préférence, derrière les barreaux pour un bon moment. Mise à jour 2. 1 mois plus tard. Et, mec, quel mois de folie. Le culot de l'équipe Clara semble sans limite. C'en est presque fascinant mais dans un sens répugnant. Après les appels frénétiques de Maître Finch, que j'ai ignorés et transférés directement à la procureure, les choses ont commencé à dégénérer. Et d'une façon totalement absurde. La première à réapparaître, c'était Hila, la sœur de Clara. Elle s'est pointée chez moi sans prévenir, comme si elle venait prendre le thé. Elle a sonné et dit tout de suite. Marc, il faut qu'on parle. Hila, je suis en contact avec le bureau du procureur. Si Clara a quelque chose à dire, que son avocat s'adresse à eux. Non, il faut qu'on parle en tant que personne qui tienne à Clara. Elle a vraiment tenté d'entrer de force chez moi. J'ai dû bloquer la porte avec mon corps. Elle ne mange plus, elle est au bout du rouleau. Son avocat dit que tu fais ça par vengeance. Que tu prends plaisir à la voir souffrir. Du plaisir? J'ai perdu une fortune, j'ai dû annuler mon propre mariage et j'ai découvert que la femme que j'allais épouser est une criminelle. Oui, je m'éclate. Maintenant, excuse-moi. Et là, elle a tenté la carte émotion. Tu sais que mes parents envisagent de vendre leur maison pour te rembourser et payer les avocats de Clara? Tu veux vraiment les mettre à la rue juste pour te venger? Ils envisagent de vendre leur maison parce que leur fille a volé 25 000 $ et s'est fait attraper. C'est leur problème. Pas le mien. J'ai fermé la porte. De l'autre côté, je l'ai entendu soupirer, marmonner, puis repartir. À partir de là, les publications ambiguës ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux. Des gens que je connaissais à peine, amis d'amis de Clara, postaient des messages sur les relations toxiques, les hommes qui contrôlent les femmes par l'argent et comment, parfois, une fille doit faire ce qu'il faut pour s'échapper. Très subtil. Certains ont même utilisé un hashtag avec mon nom. Des amis à moi, doués en informatique, ont traqué les IP de certains de ces posts. Devine quoi? Proche de chez les parents de Clara. Mignon, non? J'ai tout screenshoté et envoyé à la procureure. Ce n'était pas forcément illégal, mais ça montrait un schéma clair. Clara et son entourage essaient de se faire passer pour des victimes. Pendant ce temps, Maître Finch a décidé de tout tenter, il a commencé à faire pression sur le bureau du procureur. Il a envoyé un énorme dossier avec des lettres de la famille et des amis de Clara, parlant tous de son état mental fragile, de ses antécédents d'anxiété qui, soit dit en passant, n'ont jamais été évoqués en 5 ans de relation et de comment tout ça n'était qu'un moment d'égarement causé par le stress du mariage. Pour couronner le tout, ils ont trouvé une thérapeute qui a vu Clara 2 fois après son arrestation. Cette même thérapeute a écrit une lettre affirmant qu'elle n'était pas dans un état mental stable. La procureure, une femme directe nommée Madame Davis, m'a appelé. Marc, son avocat essaie de vous faire passer pour le méchant de l'histoire. Et elle, pour une pauvre fille qui a fait une crise. Il pousse pour un accord, elle rendrait les 25 000 $ et aurait une liberté conditionnelle. Pas de prison. Il invoque un bon dossier et un choc émotionnel. Liberté conditionnelle. Après tout ce qu'elle a fait? Le mensonge, la manipulation, le plan en douce? Madame Davis, ai-je dit, en essayant de garder mon calme, ce n'était pas une crise. Elle a acheté son billet d'avion une semaine à l'avance. Elle a vidé le compte petit à petit. Elle m'a ghosté. Et après, elle et sa famille ont essayé de me manipuler pour que j'abandonne. Ce n'est pas une panique. C'est un plan. Et franchement, si elle est aussi fragile que ça, peut-être qu'elle ne devrait pas commettre de crime.
Je lui ai parlé de la visite d'Hila, des posts sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du remords. C'est de la gestion de crise. Parce qu'elle s'est fait prendre. Madame Davis est restée silencieuse quelques secondes. Merci pour votre point de vue, Marc. Et pour votre volonté de témoigner, si nécessaire. Au final, la vengeance n'a pas pris la forme d'un grand moment hollywoodien. C'était moi, calme, travaillant avec le bureau du procureur. J'ai remis toutes les preuves, l'historique d'achat du billet avant le mariage, les relevés bancaires montrant les retraits méthodiques, les contrats à nos deux noms, les messages de Clara tout excitée pour notre lune de miel. Le point clé, c'était la préméditation. Et Madame Davis l'a exploité à merveille. La semaine dernière a eu lieu l'audience de conciliation, en réalité, une tentative de négociation. Je n'ai pas eu besoin d'y assister. Mais Madame Davis m'a appelé juste après. D'après elle, Maître Finch est arrivé confiant, accompagné de Brenda et Julian Vance, prêt à plaider pour une liberté conditionnelle. Mais Madame Davis a été chirurgicale. Elle a présenté le dossier de l'État en mettant l'accent sur la préméditation, la gravité de la rupture de confiance, et la somme importante volée. Et, pour finir en beauté, elle a évoqué les tentatives de me faire taire et de manipuler la narration après l'arrestation. Elle a mentionné la campagne sur les réseaux, même maladroite. Parler de la visite d'Hila. Dresser le portrait d'une famille prête à tout pour couvrir et justifier un comportement criminel. Le juge, selon Madame Davis, n'a pas du tout été impressionné par l'équipe Clara. Surtout quand Maître Finch a tenté d'utiliser un message que j'avais envoyé à Brenda, félicitations pour avoir élevé une voleuse, comme preuve de provocation. Le juge a levé un sourcil et a répondu. Provocation à quoi, Maître Finch? Au vol qualifié que Mademoiselle Vance a commis avant même que ce message n'existe? Face à la solidité des preuves et à l'évidente impatience du juge face au petit théâtre de la famille Vance, Clara n'avait plus d'issue. Soit elle allait au procès et risquait presque à coup sur une peine plus lourde, soit elle acceptait un accord judiciaire. La procureure, Madame Davis, a proposé un accord. Mais bien plus sévère qu'il ne l'avait imaginé. Se déclarer coupable de fraude qualifiée, crime grave. Rembourser intégralement les 25 000 $ avant la sentence. Du jour au lendemain, Brenda et Julian se sont mis à courir partout pour réunir l'argent. Comme par miracle, ils y sont parvenus en 48 heures. Cette fois, on dirait bien que l'idée de vendre la maison est devenue réalité. La peine? 90 jours dans la prison du comté. Ce n'est pas une prison d'État, mais c'est loin de la liberté conditionnelle. Et en plus, 5 ans de liberté conditionnelle formelle. Règles strictes, emploi obligatoire, suivi financier régulier. Et la cerise sur le gâteau, un casier judiciaire permanent en tant que fraudeuse condamnée. Clara a accepté. En pleurant. On dit que ses parents étaient furieux, mais son avocat, Maître Finch, a été clair. C'était le meilleur qu'elle pouvait espérer. Madame Davis m'a appelé ensuite. Marc, ces jours de détention sont importants. Ils montrent que les trahisons froidement préméditées ont des conséquences réelles. Et cette condamnation va la suivre toute sa vie. C'est ça, la justice. Et tu sais quoi? Elle a raison. Clara ne va pas s'en tirer à bon compte. Chaque formulaire d'embauche, chaque tentative de louer un appartement. Il y aura ce mot, fraude. Condamnée. Elle voulait commencer une nouvelle vie avec mon argent. Eh bien, elle va commencer une nouvelle vie, oui. Juste pas celle qu'elle avait imaginée. Brenda a encore eu le culot de m'appeler une dernière fois après l'accord. Je n'ai pas décroché. Mais j'ai écouté sa boîte vocale. Tu as détruit sa vie. J'espère que tu es satisfait. Satisfait? Pas au sens de joie et feu d'artifice. Mais oui, une sorte de satisfaction silencieuse. Sombre. Comme si un énorme poids avait enfin été retiré de mes épaules. Je suis resté ferme. Je n'ai pas cédé à leur manipulation. Et, pour la première fois depuis longtemps, le système a fonctionné. Elle n'est pas restée impunie. Ils ont joué salement, pensant que j'allais lâcher. Ils ont sous-estimé à quel point je peux être têtu quand on me trahit à ce point. L'argent? Je ne l'ai pas encore, mais le tribunal a exigé qu'il soit déposé sur un compte bloqué. Il arrivera bientôt. Le côté émotionnel. Ça mettra plus de temps à guérir. Mais savoir que Clara fait face à de vraies conséquences, concrètes.
Savoir que l'arrogance de sa famille a enfin heurté la réalité. Ça, c'est de la justice. De la vraie. De la justice satisfaisante. Maintenant, il est temps d'avancer. Peut-être adopter un chien. Les chiens sont loyaux. Commentaire Monsieur Reddit. Quelle histoire! À la fois choquante et profondément satisfaisante. Ce que Clara a fait n'était pas une simple erreur, c'était un acte réfléchi, prémédité. Et dans un monde où beaucoup s'en sortent sans conséquence, voir la justice suivre son cours est presque rassurant. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que la peine était juste? Et vous, auriez-vous accepté l'accord ou été jusqu'au procès? Je suis curieux de lire vos avis. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!